L'armure de prestige est le prix de la trahison. Arrêtez-vous. Avant de continuer, faites une pause et respirez profondément. Car ce que vous vous apprêtez à lire est l'histoire d'une chute si brutale qu'elle vous laissera sans voix. Vous pensez connaître les requins des affaires? Préparez-vous à rencontrer la baleine bleue qui se déplaçait en silence sous la surface. Si vous avez déjà sous-estimé quelqu'un, cette histoire est pour vous. Le poids d'un costume sur mesure de la prestigieuse taillerie Bronx pesait sur Ricardo Solis comme une armure. C'était un homme qui se croyait le roi de Madrid. Cette nuit n'était pas seulement une célébration, c'était un couronnement. Il était sur le point d'accéder au conseil d'administration de Solis y Pardo Global, un poste qui allait solidifier sa place parmi les Titans. De l'industrie. Il ajusta ses boutons de manchette en platine, dont l'éclat dans le miroir n'était surpassé que par l'ambition froide de ses yeux. À ses côtés, telle une vision en soie émeraude, se tenait Pénélope, son beau et soumis secret. Ricardo apportait son futur à une fête destinée à honorer son passé, un passé qu'il était plus que disposé à écarter. En commençant par la femme qui portait encore son nom, il était sur le point de découvrir que lorsqu'on construit son empire sur une base de mensonges, l'effondrement ne fait pas seulement du bruit, il crée une onde de choc. Le penthouse dans le quartier de Salamanca était un monument au succès, ou plus précisément, à la perception que Ricardo Solis en avait. S'étendant sur 2 étages avec des vues panoramiques sur le parc du Retiro, c'était moins un foyer qu'une galerie de richesse organisée. Des meubles italiens minimalistes reposaient sur de vastes étendues de marbre blanc, et les murs étaient ornés d'art abstrait que Ricardo n'aimait ni ne comprenait, mais qui avait été sélectionné par un consultant de prix pour son potentiel d'investissement significatif. C'était un espace froid et impersonnel, reflet parfait du mariage qu'il abritait. Carmen Solis se tenait près des baies vitrées, allant du sol au plafond, observant les lumières de la ville commencer à briller comme un tapis d'étoiles tombées. Elle tenait une tablette dont l'écran brillait de flux de données complexes et de lignes de code. Pour tout autre, ce serait indéchiffrable. Pour elle, c'était une symphonie. Durant les 3 dernières années, cela avait été sa vraie vie, sa véritable passion, menée dans les heures calmes après minuit et avant l'aube. À un monde de distance, des déjeuners de bienfaisance et des dîners mondains qui constituaient sa vie publique en tant que Madame Solis. Elle entendit le clic doux de la porte de la chambre et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que Ricardo était là, impatient de sa grande nuit. L'air se fit soudain plus lourd, chargé de son ego colossal. « Tu n'es pas prête », décréta-t-il d'une voix de baritone lisse, teintée d'impatience. Ce n'était pas une question. Carmen se tourna enfin. Elle portait un pantalon noir simple et élégant, ainsi qu'un pull en cachemire. Ses cheveux sombres étaient relevés et son visage était sans maquillage. Elle semblait à l'aise, concentrée et complètement en décalage avec le glamour attendu de la soirée. « Je ne pensais pas y aller, Ricardo. Nous en avons parlé, » dit-elle calmement, sans quitter ses yeux des siens. « Tu as dit que c'était une affaire d'entreprise et que ma présence serait une distraction. » Le mensonge avait été si transparent, si insultant dans son manque d'effort, mais elle l'avait laissé passer. Discuter avec Ricardo était comme lutter contre de la fumée, impossible à saisir, et on finissait seulement par sentir sa propre suffisance. Ricardo renifla en redressant le nœud de sa cravate en soie. C'était avant qu'Alistair Pardo ne mentionne spécifiquement qu'il avait hâte de te voir. Ça fait mauvaise impression si l'épouse de l'honoré n'apparaît pas. Ça semble instable. Il ne se souciait pas des désirs d'Alistair. Il se souciait des apparences.
Une épouse absente pourrait suggérer des problèmes matrimoniaux, et tout indice de problème était une fissure dans la façade parfaite qu'il avait passé sa vie à construire. Instable, répéta Carmen avec un sourire ténu et humoristique sur les lèvres. Et comment appellerais-tu le fait d'amener ton assistante exécutive à un gala comme accompagnatrice? Est-ce que la nouvelle définition de la stabilité? Elle savait pour Penelope Vega. Bien sûr qu'elle savait. Les sessions de stratégie nocturne, les soudains voyages d'affaires vers des destinations romantiques, l'odeur persistante d'un parfum différent sur ses costumes. Ricardo n'était pas un maître de l'espionnage. Il était simplement assez arrogant pour croire qu'elle était trop stupide ou trop docile pour s'en rendre compte. La mâchoire de Ricardo se crispa. Il traversa le sol de marbre, ses chaussures en cuir coûteuse résonnant dans la pièce caverneuse. Il s'arrêta devant elle, utilisant sa hauteur. Hauteur pour s'imposer. C'était une tactique d'intimidation classique qui avait perdu son pouvoir depuis des années. Penelope est un membre précieux de mon équipe. Sa présence est professionnelle, dit-il d'un grognement bas et menaçant. C'est ma nuit, Carmen, la culmination de 20 ans de travail. N'essaie pas de la gâcher avec ta jalousie insignifiante. Tu as tout ce qu'une femme pourrait désirer. Cet appartement, les cartes de crédit, la position sociale. Tout ce que je demande en retour, c'est que tu remplisses ton rôle. Et ce soir, ton rôle est soit de te présenter et de sourire, soit de rester ici et de demeurer invisible. À toi de choisir. Il croyait lui offrir un ultimatum. En réalité, il lui offrait un cadeau. Carmen regarda son visage froid et méprisant, puis la tablette qu'elle tenait en main. Sur l'écran figurait la confirmation finale d'une levée de fonds qu'elle venait de clôturer. 50 millions d'euros. Son entreprise, Auratech, dont il s'était moqué en la qualifiant de « petite hobby informatique », était désormais valorisée à 250 millions d'euros. C'était un secret qu'elle avait jalousement gardé. Un monde dont il ne faisait pas partie. Un succès qu'il ne pouvait pas revendiquer. « T'as raison, Ricardo, » dit-elle sans que sa voix ne trahisse la moindre émotion. « C'est ta nuit. Tu devrais en profiter exactement comme bon te semble. » Elle se tourna vers la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux décidés. Elle ne voudrait pas être une distraction. Il prit cet accord paisible pour de la soumission, comme cela était prévu. Un sourire suffisant se dessina sur son visage. Il avait gagné. Il gagnait toujours. « Bien, » dit-il en se détournant. « Je ferai en sorte que le chauffeur t'emmène chez ta mère demain matin. Je serai occupé ce week-end. » Il sortit, laissant l'odeur de sa colonie, une fragrance agressive nommée « invincible », flotter dans l'air comme un polluant. Carmen ne le vit pas partir. Elle était déjà retournée au travail, ses doigts volant sur l'écran. Il croyait que son monde se résumait à cet appartement, ses bijoux, son nom de famille. Il n'avait aucune idée qu'elle construisait un monde entièrement nouveau pour elle-même, un monde où il n'existait même pas. Et cette nuit, alors qu'il célébrait une promotion qu'il croyait méritée, elle clôturerait l'accord qui allait finalement la libérer. L'ironie était si riche, si délicieuse, qu'elle faillit éclater de rire. Il voulait qu'elle soit invisible. Il était sur le point de voir son vœu exaucé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Penelope Vega suivait du doigt le bord de sa coupe de champagne, le cristal froid contre ses doigts. Nerveux. Elle était assise à l'arrière de la Maybach avec chauffeur de Ricardo, les sièges en cuir souple à un monde de distance de son studio bondé à Gracia, Barcelone. La soie émeraude de sa robe brillait sous les lumières de la ville, alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers l'Hôtel Palace de Madrid.
La robe était un cadeau de Ricardo. Bien sûr, tout était un cadeau de Ricardo. C'était une robe magnifique, mais elle ressemblait à un déguisement, et elle se sentait comme une imposture. Elle n'avait que 26 ans. Elle était brillante et ambitieuse, mais désespérément prise au piège. Lorsqu'elle avait rejoint Solis y Pardo comme analyste junior 2 ans plus tôt, Ricardo Solis était une légende, un nom prononcé à voix basse et avec révérence dans les couloirs. Il était brillant, impitoyable et captivant. Quand son attention s'était portée sur elle, elle s'était sentie comme sacrée. Il l'avait promue assistante exécutive, l'avait formée, puis séduite. Il avait peint un tableau magnifique de leur futur, un divorce compliqué mais nécessaire, une nouvelle vie ensemble où elle serait sa partenaire dans tous les sens du terme. Il disait que Carmen était une relique d'une vie antérieure, une épouse mondaine qui ne le comprenait ni lui ni son ambition. À Pénélope, il avait murmuré « Tu es mon égal, mon futur ». Elle avait choisi de le croire, s'accrochant à ses promesses comme à une bouée de sauvetage. Cette nuit était censée être le premier pas vers ce futur. Nerveuse, la voix de Ricardo coupa ses pensées. Il se rapprocha, posant sa main sur son genou. Son toucher était possessif, assuré. « Ricardo, es-tu sûr de cela? Entrer avec moi? Tout le monde saura. Et ton épouse? » Ricardo fit un geste de dédain. « Carmen n'est pas un problème. Elle a accepté d'être discrète. Elle comprend l'accord. » C'était un autre de ces mensonges décontractés pour la rassurer, mais cela piquait la conscience de Pénélope. Cela faisait passer sa femme pour une partenaire commerciale, acceptant une fusion, non pour une femme publiquement humiliée. « Et M. Pardo ?» insista-t-elle. Alistair Pardo était le patriarche de la firme, une icône de la vieille fortune, avec une réputation d'intégrité et une tolérance zéro pour le scandale. Alistair ne se soucie que d'une chose, les résultats. Ma division a enregistré des bénéfices records pendant 8 trimestres consécutifs. Je lui ai fait gagner, à lui et à nos actionnaires, des centaines de millions d'euros. Il ne va pas faire dérailler ma promotion pour quelque chose d'aussi trivial que mon choix d'accompagnatrice pour le dîner, dit Ricardo avec une confiance inébranlable. Ce soir, Penny, c'est une question de pouvoir. Il s'agit de montrer à tous que je fais ce que je veux, que j'ai ce que je veux, et que je te veux, toi. Il se pencha et l'embrassa, un baiser dur et possessif qui avait le goût du whisky cher et de la satisfaction personnelle. Pénélope lui rendit son baiser, mais un nœud d'anxiété se serra dans son estomac. Elle était un pari, le plus grand pari de la carrière de Ricardo. Il misait toute sa réputation sur le fait qu'il était trop puissant pour tomber. Et il misait le futur de la jeune femme en même temps que le sien. Lorsque la voiture s'arrêta devant la grande entrée du palace, flanquée de reporters et de photographes mondains, la réalité la frappa. Ce n'était pas un dîner tranquille, c'était une déclaration publique. Ricardo l'utilisait comme un communiqué de presse humain pour annoncer la fin de son mariage. Le chauffeur ouvrit la porte et l'air frais de la nuit s'engouffra, apportant le son des obturateurs d'appareils photo, cliquetant comme un essaim d'insectes. Ricardo sortit le premier, tel un héros conquérant savourant les flashs. Puis il se tourna et lui tendit la main. La prendre était le point de non-retour. Son visage serait dans tous les journaux financiers et les colonnes de potins dès le matin. Ricardo Solis et sa mystérieuse brune. Elle ne serait plus Pénélope Vega, la brillante jeune analyste. Elle serait l'autre femme, la briseuse de foyer, la maîtresse. Pendant une seconde fugace, elle hésita. Elle pourrait se recroqueviller dans l'ombre de la voiture, dire au chauffeur de la ramener chez elle et sauver ce qui restait de sa réputation.
Elle pourrait retourner à sa vie, sans cadeau, sans ornement, mais libre. Mais elle vit alors l'expression sur le visage de Ricardo, alors qu'il l'attendait. La confiance suprême, la promesse d'un monde de pouvoir et de luxe dans ses yeux. Il ne lui offrait pas seulement sa main, il lui offrait le monde. Ou du moins, il le faisait paraître ainsi. La vie qu'il promettait était enivrante. Un chant de sirène pour une fille qui avait grandi sans rien. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et posa sa main dans la sienne. La robe émeraude, les bijoux prêtés, les cheveux soigneusement coiffés, c'était désormais son armure. Elle sortit de la voiture et entra dans la lumière aveuglante des flashs, liant son bras à celui de Ricardo. Elle n'était plus seulement Penelope Vega, elle était le futur de Ricardo Solis. C'était un rôle pour lequel elle avait tout misé. Et elle ne pouvait que prier pour que le prix ne soit pas trop élevé. La salle de bal du Palace était une cathédrale du capitalisme. Les plafonds vertigineux étaient recouverts de feuilles d'or et 3 colossaux lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, projetaient une lumière chaude et brillante sur la foule rassemblée. L'air vibrait du murmure bas de conversations puissantes, une symphonie de conseils boursiers, de manœuvres politiques et de potins discrets, le tout ponctué par le tintement des coupes de cristal remplies de champagne millésimé. C'était le cœur battant de l'élite financière de Madrid. Et ce soir, Ricardo Solis était l'invité d'honneur. Il fit son entrée avec Pénélope au bras, et une vague de silence se propagea dans la salle. Ce n'était pas un silence respectueux, mais un vide de choc. Les conversations s'interrompirent à mi-phrase. Les têtes se tournèrent, d'abord avec curiosité, puis avec une stupéfaction flagrante. Tous les yeux dans la salle enregistrèrent les mêmes faits. Le même poète, Ricardo Solis, l'homme du moment, était arrivé. Pas avec son épouse élégante et socialement impeccable, Carmen, mais avec une femme d'une beauté impressionnante et visiblement jeune, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ricardo jubilait. C'était exactement l'effet qu'il avait souhaité. C'était une campagne de choc et effroi menée sur le champ de bataille de la perception sociale. Il glissa à travers la salle, un sourire suffisant et triomphant collé au visage, saluant collègues et rivaux de la tête. C'était un prédateur marquant son territoire. Et Pénélope, belle et nerveuse dans sa robe émeraude, était le drapeau qu'il plantait. « Ricardo, vieux brigand !» tonna un homme corpulent nommé Walter Guzman, chef d'une banque d'investissement rivale. Ses yeux descendirent vers Pénélope, puis remontèrent, un sourire lubrique s'étendant sur son visage. Toujours en train de conclure les marchés les plus ambitieux. Ricardo rit d'un son cordial et artificiel. « Walter, quel plaisir de te voir. J'aimerais te présenter Pénélope Vega, mon assistante exécutive. Elle a été fondamentale pour le succès de notre division cette année. » Il insista sur son titre, un fragile bouclier de professionnalisme qui ne trompa personne. Pénélope offrit un sourire tendu et une poignée de mains polies, sentant les yeux de Walter s'attarder sur elle trop longtemps. Elle se sentit comme un cheval de prix exposé lors d'une enchère, sa valeur évaluée et son but silencieusement compris par tous dans la salle. Les murmures le suivirent alors qu'il s'enfonçait dans la foule. Ce n'est pas Carmen. Gonflée, même pour lui. Elle doit avoir 20 ans de moins. Où diable est sa femme? Ricardo y était sourd, ou peut-être interprétait-il simplement le choc comme de l'admiration pour son audace. Il passait de groupe en groupe, acceptant les félicitations, son bras enveloppant possessivement la taille de Pénélope. Il était le centre de l'attention, la présentant au titan de son industrie,
des hommes aux noms de famille prestigieux. À son crédit, Pénélope tint bon. Elle était intelligente et versée dans le langage de leur monde, parlant avec confiance des tendances du marché et des projections du 4e trimestre. Certains hommes étaient impressionnés, mais les femmes la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Elles étaient les épouses, les Carmen de ce monde, et en Pénélope, elles voyaient une menace, un cliché et un futur de solitude. Ricardo la conduisit finalement à la table d'honneur, réservée à l'invité d'honneur et aux associés seniors de l'entreprise. Assis en bout de table se tenait l'homme que Ricardo vénérait autant qu'il cherchait à le conquérir. Alistair Pardo. Monsieur Pardo, septuagénaire, avait une chevelure parfaitement blanche et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Il portait son pouvoir non comme la nouvelle armure étincelante de Ricardo, mais comme un manteau confortable et bien usé. Il inspirait le respect sans avoir à l'exiger. Lorsque Ricardo s'approcha, le regard de M. Pardo se posa sur Pénélope, et son expression, généralement un masque de neutralité polie, se crispa presque imperceptiblement. « Ricardo », dit M. Pardo d'une voix tranquille, mais d'une autorité indéniable. « Félicitations pour une année stellaire. »« Merci, Alistair. Ça signifie beaucoup venant de toi, » sourit Ricardo, rayonnant de fierté. « Tu connais mon assistante exécutive, Pénélope Vega. » Les yeux froids de M. Pardo rencontrèrent ceux de Pénélope. Il l'étudia lentement et délibérément. « Mademoiselle Vega. » Il n'y avait aucune chaleur dans son salut. Puis, il regarda autour de la table, le siège vide à côté de Ricardo. « Elle ne se joint pas à nous ce soir. » La franchise de la question déstabilisa momentanément Ricardo. Il s'était attendu au murmure, au potin, mais pas à une question directe de l'homme qui présidait le conseil. Il se ressaisit rapidement, sa voix douce comme de la soie. Malheureusement, Carmen se sentait un peu indisposée. Elle envoie ses plus sincères excuses et ses félicitations. Bien sûr, le mensonge fut sans effort. Pratiqué. Alistair Pardo soutint le regard de Ricardo pendant un long moment. Il ne contesta pas le mensonge, mais ne l'accepta pas non plus. Il resta simplement à regarder, et dans ce regard silencieux et inquiétant, un jugement fut rendu. Puis il reporta son attention sur les papiers devant lui. Un rejet subtil mais clair. L'interaction laissa Ricardo avec un premier soupçon de malaise pour la première fois de la soirée. Il avait espéré que Pardo respecterait son coup de force, qu'il y verrait la marque d'un homme qui prend ce qu'il veut, une qualité pour laquelle Pardo lui-même était célèbre. Mais la réaction du vieil homme avait été froide, désapprobatrice. Ricardo l'écarta rapidement de son esprit. Cela n'importait pas. Dans 30 minutes, Pardo monterait sur scène et annoncerait sa promotion au conseil. Il serait intouchable. La vieille garde était sur le départ, et il était le futur. Il serra la main de Pénélope sous la table, un geste de réassurance qui était plus pour lui que pour elle. Il avait fait son mouvement. Il avait placé son pari. Toute la salle regardait. Il ne restait plus qu'à empocher ses gains. Alors que le service du dîner commençait, le choc initial de l'entrée de Ricardo se transforma en un nuage de potins dense et palpable. Il flottait entre les tables, porté par des tons chuchotés à peine audibles au-dessus du quatuor à cordes qui jouait doucement dans un coin. Le tintement des couverts contre la porcelaine fine servait de contrepoint au murmure implacable des spéculations. Pénélope se sentait comme sous 1000 microscopes, chaque personne disséquant sa robe, sa jeunesse, sa présence même aux côtés de Ricardo. « Il a fini par le faire », murmura Beatrice Hawthorne,
une mondaine dont le mari dirigeait un fonds de couverture majeur. Elle se pencha vers une amie, son collier de diamants étincelant. J'ai toujours su qu'il avait un fond vulgaire. Carmen est une sainte de l'avoir supporté aussi longtemps. Ce n'est pas seulement une sainte, c'est l'incarnation de la classe, répondit son amie, une femme nommée Carla, en prenant une gorgée délicate de son vin. C'est grâce à elle qu'il est entré au Club St. Andrews. Il n'était qu'un raider corporatif brutal avant qu'elle ne polisse ses aspérités. Et maintenant, regarde-le, il a amené sa secrétaire à sa propre fête de promotion. C'est positivement médiéval. À une table voisine, un groupe de jeunes cadres de Ricardo observait avec un mélange d'admiration et de terreur. C'est un coup de force que je n'oserais même pas tenter dans un jeu vidéo, chuchota l'un d'eux, un jeune nommé Bernardo, à sa collègue. Ce n'est pas de la puissance, c'est un suicide, répliqua Sarah, qui avait travaillé avec Carmen dans un conseil de charité. Il n'a aucune idée de qui il a épousé. Il croit qu'elle ne fait qu'organiser des fêtes et choisir des fleurs. C'est un idiot, se moqua Bernardo. Un idiot qui est sur le point d'être nommé membre du conseil d'une société Fortune 500. On dirait que ça marche pour lui. Sarah secoua seulement la tête, un sourire triste sur le visage. Attends seulement, le troisième acte de cette pièce n'a pas encore commencé. Ricardo, étranger aux nuances du jugement de la salle, était dans son élément. Il confondait les regards avec de l'admiration et les murmures avec des discussions sur son succès indéniable. Il tenait la main de Pénélope sur la table, une démonstration publique de possession. Il parlait fort de ses projets pour la nouvelle division qu'il allait diriger, sa voix résonnant de confiance. Pénélope, cependant, était très consciente de la température réelle de la salle. Elle sentait les regards glaciaux des épouses et les regards spéculateurs des hommes. Elle essaya d'engager la conversation pour prouver qu'elle était plus que l'ornement pour lequel Ricardo la traitait, mais ses mots sonnaient creux. Son esprit ne cessait de revenir à Carmen Solis. Elle ne l'avait vue qu'une seule fois, de loin, lors d'une fête de Noël de l'entreprise un an plus tôt. Carmen avait été élégante, chaleureuse et dégageait une intelligence sans effort qui poussait les gens à se pencher pour l'écouter. Elle était, Pénélope devait l'admettre, tout ce qu'elle n'était pas. Et Ricardo jetait cette femme pour elle. La pensée était à la fois enivrante et terrifiante. De l'autre côté de la salle, Alistair Pardo observait le spectacle depuis son siège à la table d'honneur. Il mangeait ses noix de Saint-Jacques poêlées, avec une précision lente et méthodique, son visage étant un masque indéchiffrable. Mais ses yeux ne manquaient rien. Il vit la façon dont Ricardo bombait le torse devant la foule. Il vit le tremblement nerveux de la main de Pénélope alors qu'elle cherchait son verre d'eau. Il vit les regards de pitié et les sourires de mépris échangés dans toute la salle de bal. Son avocat principal, un homme aux yeux aiguisés nommé Roberto Conesa, se pencha vers lui. « Ça fait mauvaise impression, Alistair. La presse va s'en donner à cœur joie. C'est un problème de caractère. » Pardo posa délibérément sa fourchette. Il regarda Conesa avec son regard d'acier. « Le caractère est tout, Roberto. Un homme qui déshonore publiquement la personne qui l'a aidé à construire ses fondations est un homme en qui on ne peut pas avoir confiance pour les fondations d'une corporation multinationale. Il pense que la loyauté est à sens unique. Il voit les gens comme des actifs à mobiliser ou des passifs à jeter. « Alors, qu'allez-vous faire ?» demanda Roberto à voix basse. « La promotion a déjà été approuvée par le conseil. Ce n'est qu'une annonce. » Alistair Pardo prit son verre de vin, faisant tournoyer le liquide rouge foncé. Un sourire cryptique joua sur ses lèvres. Le conseil a approuvé la promotion sur la base d'un ensemble de suppositions. L'une de ces suppositions
était le bon jugement de Ricardo. Une autre supposition plus critique. Il fit une pause, prenant une gorgée lente. Se basait sur une acquisition imminente dont Ricardo ne sait rien. Une acquisition destinée à devenir la nouvelle pierre angulaire de toute sa division. Roberto semblait confus. Quelle acquisition? Le sourire de Pardo s'élargit légèrement. Parfois, les actifs les plus précieux sont ceux que nous ne parvenons pas à voir, même quand ils vivent sous notre propre toit. Il posa son verre et fit un signe de tête vers la scène, où le maître de cérémonie s'approchait du podium pour commencer les discours. Je crois qu'il est temps pour l'événement principal de la soirée. Pour ma part, j'ai hâte de porter mon toast. Roberto observa le vieil homme, une sensation de pressentiment et d'excitation se mélangeant dans son estomac. Ce n'était plus seulement une fête de promotion. C'était un échiquier, et Alistair Pardo, le grand maître, s'apprêtait à faire un mouvement qui changerait tout le jeu. Les murmures dans les coupes de cristal allaient se transformer en un rugissement assourdissant, tandis que Ricardo jubilait sous les projecteurs du palace. Carmen Solis se trouvait dans un autre type de temple du pouvoir. Elle était au 60e étage d'un gratte-ciel du quartier financier de Barcelone, dans une salle de conférence stérile aux parois de verre, surplombant l'étendue scintillante du centre-ville. L'air n'y était pas chargé de parfums et de champagne, mais de la tension électrique d'une négociation à enjeu élevé qui venait de s'achever. De l'autre côté de la table, en acajou poli, se trouvait l'équipe juridique d'Alistair Pardo, dirigée par Roberto Conesa, et une délégation du département des fusions-acquisitions de Solis y Pardo Global. Carmen était flanquée de ses deux cofondateurs, David Chen, un génie du code architecte de leur plateforme, et Maria Flores, une magicienne de la logistique et des opérations. La table était jonchée de tasses de café vides, de dossiers de documents juridiques et de l'aura palpable de l'épuisement et de l'euphorie. Ces dernières 72 heures, ils étaient restés enfermés dans cette pièce pour finaliser les détails du contrat. Solis y Pardo Global faisait l'acquisition de son entreprise, Auratech, pour la somme faramineuse de 1,2 milliard d'euros. Auratech était sa création, née de la frustration de voir les systèmes inefficaces et archaïques utilisés par les organisations caritatives avec lesquelles elle avait travaillé. Elle avait conçu une plateforme logistique propulsée par l'IA capable de révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement, non seulement pour les organisations à but non lucratif, mais pour n'importe quelle entreprise mondiale. Alors que Ricardo balayait son travail comme un hobby, elle construisait un empire en mode furtif, consacrant les heures solitaires de son mariage vide au code, à la stratégie et à l'innovation implacable. Les dernières lignes rouges ont été intégrées, annonça Roberto Conesa, d'une voix fatiguée mais respectueuse, en poussant un document final sur la table. Tout ce qui reste est votre signature, Madame Solis. Il s'était adressé à elle par son titre professionnel toute la semaine. Pas une seule fois, il n'avait mentionné son lien avec Ricardo. Alistair Pardo y avait insisté. Il achetait son entreprise pour son génie, pas pour son nom de famille. C'était un niveau de respect que Ricardo ne lui avait jamais montré. Carmen prit le stylo lourd et coûteux. C'était l'aboutissement d'années de travail secret, d'avoir cru en elle quand son propre mari ne voyait en elle qu'un ornement. Sa main était ferme alors qu'elle signait son nom, l'encre coulant en une écriture fluide et assurée. Cela ressemblait moins à une fin qu'à un commencement. Tandis que les avocats commençaient à rassembler les documents, son téléphone vibra sur la table. C'était un SMS de Sarah, son amie du conseil caritatif. Il est ici avec elle. Il avait emmené Penelope Vega à la fête. Une photo suivait. Ricardo rayonnant avec Penelope à son bras.
l'émeraude de sa robe, une tache de couleur dans la foule. Carmen fixa l'image et ne ressentit rien. La douleur cuisante de la trahison s'était refroidie depuis longtemps, se transformant en une résolution dure et claire. Elle ne voyait pas un mari infidèle. Elle voyait un passif, un homme sot et arrogant se donnant en spectacle. Puis un second message de Sarah arriva. Alistair Pardo a demandé où tu étais. Ricardo lui a dit que tu étais malade. Cela provoqua quelque chose, non de la douleur, mais une colère froide et calculée. Il l'utilisait comme bouclier, mentant à l'homme avec qui elle venait de passer 3 jours à négocier. Un homme qui savait exactement où elle était et ce qu'elle faisait. Maria vit l'expression sur son visage. « Tout va bien, Carmen ?» Carmen leva les yeux de son téléphone. Un sourire lent et décidé s'étendit sur son visage. « Tout est parfait, » dit-elle. Elle se leva, sa posture dégageant un pouvoir nouvellement découvert. « Messieurs, Maria, David, merci pour votre travail incroyable. Je crois que nous avons une célébration à laquelle assister. » Roberto Conesa regarda sa montre. La fête au palace, elle est déjà bien avancée. « Je sais, » dit Carmen, les yeux brillants. « Je ne voudrais pas rater le toast. » 45 minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta devant le Grand Palace. La presse s'était en grande partie dispersée, mais quelques traînards restaient. Lorsque la portière s'ouvrit, ils furent stupéfaits de voir sortir Carmen Solis. Elle ne portait pas la robe de soirée attendue. Elle portait la même tenue qu'elle avait utilisée pour conclure le plus grand contrat de sa vie. Un tailleur pantalon bleu, minuit sur mesure, épicentre du pouvoir corporatif, associé à une simple blouse en soie. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et ses seuls bijoux étaient une paire de boucles d'oreilles discrètes en diamant. Elle ressemblait moins à une épouse mondaine qu'à une PDG. Elle semblait posséder le bâtiment. Elle traversa le hall de l'hôtel, ses talons claquant avec détermination sur le sol de marbre. Elle n'avait pas besoin d'être annoncée. Lorsqu'elle s'arrêta à l'entrée de la salle de bal, une vague de reconnaissance parcourut la pièce. Les murmures recommencèrent, mais cette fois, ils étaient différents. Ce n'était pas seulement du choc, c'était de la confusion, de l'intrigue. La femme qui était censée être chez elle, indisposée, était ici. Et elle n'avait pas l'air malade. Elle avait l'air redoutable. Ses yeux balayèrent la salle, ignorant les dizaines de visages stupéfaits pour se poser sur la table d'honneur. Elle vit Ricardo, au milieu d'une histoire égocentrique, le dos tourné à la porte. Elle vit Pénélope, pâle et affectée. Et elle vit Alistair Pardo, qui la regardait directement. Elle croisa son regard et lui adressa un signe de tête subtil, presque imperceptible, de reconnaissance. Le maître de cérémonie était au podium. Et maintenant, c'est mon grand honneur de présenter le président du conseil, le leader visionnaire de Solis y Pardo Global, M. Alistair Pardo, qui souhaite porter un toast. Carmen sourit. Son timing était parfait. Elle commença à marcher lentement et délibérément vers le devant de la salle, une invitée invisible sur le point de devenir le centre de l'univers de chacun. Un silence respectueux tomba sur la salle de bal du Grand Palace quand Alistair Pardo s'approcha du lourd podium en chêne. Les lustres de cristal semblèrent s'atténuer légèrement, concentrant leur lumière sur la scène. Ricardo Solis se cala dans son fauteuil, la laine fine de son costume bronze lui semblant une seconde peau. Il pressa la main de Pénélope sous la table, un large sourire de satisfaction sur le visage.
Il se sentait comme un empereur romain attendant ses lauriers. « Prépare-toi à applaudir ton cadre préféré », murmura-t-il, le torse gonflé de fierté. C'était le moment. Monsieur Pardo ajusta le micro, ses yeux tranquilles parcourant la foule. Il vit les regards et le drame indiscret que Ricardo avait invité. Son regard s'arrêta un instant sur le côté de la scène, où il vit Carmen, sereine et silencieuse. « Bonsoir », commença Pardo d'une voix résonnante. « Nous sommes ici pour célébrer le succès, et nous en avons eu beaucoup cette année. » Il sourit chaleureusement. « Je suis particulièrement fier de la performance de notre division de logistique globale, qui, sous la direction de Ricardo Solis, a enregistré 8 trimestres de croissance record. » Le sourire de Ricardo s'élargit. Il acceptait l'éloge comme son dû. L'équipe de Ricardo a optimisé notre réseau de distribution européen et délivré des résultats, dépassant nos projections, continua Pardo. Il a prouvé être un cadre formidable, un homme d'action et d'ambition. Ricardo ressentit une décharge d'adrénaline. Il sentait les yeux sur lui, entre envie et admiration. C'était mieux qu'il ne l'avait imaginé. Pardo fit une pause, prit une gorgée d'eau. Le silence s'étira. Quand il reprit, son ton était plus philosophique. Mais les chiffres sur une page ne sont pas la vraie mesure de la force future d'une entreprise. La vraie mesure, c'est la vision, la capacité de voir le prochain quart de siècle, le courage de pivoter, d'innover avant d'être dépassé. Un murmure de curiosité parcourut l'assistance. C'était un virage inattendu. Le toast de promotion devenait une conférence sur la philosophie corporative. Le sourire de Ricardo vacilla. Ce n'était pas le scénario prévu. Depuis plus d'1 an, déclara Pardo avec gravité, une équipe de projets spéciaux sous ma supervision directe a mené une recherche discrète et agressive. Nous ne cherchions pas simplement une entreprise à acquérir. Nous cherchions une clé pour déverrouiller le futur. Une plateforme prédictive propulsée par l'IA, capable d'anticiper les besoins mondiaux en temps réel. Nous l'avons trouvée. La salle vibrait. C'était une annonce majeure. Ricardo sentit un nœud d'angoisse se serrer. Pourquoi n'avait-il pas été informé? La voix de Pardo monta en crescendo. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons finalisé l'acquisition de l'une des firmes technologiques les plus innovantes de la décennie. Son nom est Oratech. À la mention de ce nom, le sang de Ricardo se glaça. Oratech. Le nom résonnait dans sa mémoire, minuscule et insignifiant. Le petit hobby de Carmen. Ça ne pouvait pas être ça. Il regarda Pénélope, aussi confuse que lui. Ce devait être une coïncidence. Oratech a été bâti à partir de rien, en secret, avec un génie et une ténacité impressionnants, continua Pardo, son regard fixé maintenant vers le côté de la scène. Elle a été fondée par une personne avec une vision singulière, une leader qui a construit une solution mondiale pendant que la plupart d'entre nous dormaient. Cette personne est le futur réel de notre entreprise. Le malaise de Ricardo était devenu un gouffre de panique. Les mots secrets, vision singulière, travaillant pendant que les autres dorment, peignaient un portrait qu'il refusait de reconnaître. Pardo laissa le suspense planer. « La promotion que nous célébrons ce soir, dit-il d'une voix tranchante comme l'acier, dépend entièrement de l'intégration réussie de cette nouvelle acquisition. Les deux sont inséparables. La promotion n'existe pas sans cet accord. » Le piège venait de se refermer. Pardo sourit enfin d'un sourire triomphant. « C'est donc mon honneur de porter un toast à la fondatrice et PDG d'Oratech, la nouvelle pierre angulaire de Solis et Pardo Global, Madame Carmen Solis. » Un projecteur éclaira Carmen. Un silence absolu s'ensuivit.
Puis, quelqu'un commença à applaudir. C'était Sarah. D'autres se joignirent et la salle explosa. Ce n'était pas seulement des applaudissements, c'était une détonation de choc face au drame du moment. Ricardo Solis restait immobile, le visage livide, ruine de lui-même. C'était comme s'il avait été frappé physiquement. L'épouse qu'il voyait comme un accessoire jetable était son propre succès. Elle était le fondement de la promotion qu'il croyait avoir gagné seul. Carmen s'avança avec grâce sous la lumière. Ses yeux croisèrent ceux de Ricardo. Pas de malice, juste une déclaration tranquille. « Tu m'as sous-estimé. » Le toast qui devait être son couronnement était devenu la révélation de l'empire de sa femme et le spectacle de sa propre erreur catastrophique. Les applaudissements pour Carmen furent une force physique qui sembla clouer Ricardo à son siège. Le rugissement de la foule et le visage de sa femme baigné de lumière lui semblaient un cauchemar. Il resta paralysé. Son premier réflexe fut le déni. C'est une erreur, une blague. Mais les associés regardaient Carmen avec respect, et Pénélope le regardait avec horreur, retirant lentement sa main de la sienne. Ce petit geste fut son verdict final. Le déni se transforma en rage. C'était une conspiration. Carmen avait comploté avec Pardo. Il voulut hurler, mais ses membres étaient de plomb. Il vit les gens se détourner de lui pour se presser autour de Carmen. Ricardo était devenu un fantôme à son propre gala. Walter Guzman s'approcha et lui frappa l'épaule. « Solis, on croyait que tu étais le requin de la famille. En fait, tu as épousé le requin. Félicitations à ta femme. » Il s'éloigna pour répandre l'histoire. Pénélope se leva, raide. Elle ne le regarda pas. Sa robe émeraude ressemblait maintenant à un costume de bouffon. Elle n'était pas le prix du vainqueur, mais la compagne de l'idiot. Elle avait misé sur un homme qui n'était qu'une façade creuse. Enfin, Ricardo poussa violemment sa chaise et se fraya un chemin vers Carmen. Il attrapa son bras. « Carmen !» Elle ne broncha pas. « Lâche-moi, Ricardo !» dit-elle d'une voix dangereusement calme. Il la lâcha comme s'il s'était brûlé. Elle le guida vers la terrasse déserte. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» s'étouffa-t-il. « Tu m'as tendu un piège. Toi et ce vieux Pardo avez comploté pour m'humilier. » Carmen se tourna vers lui, nimbée par les lumières de la ville. « Une conspiration? Ricardo, tu n'as jamais été assez important pour une conspiration. Tu étais un obstacle que je devais gérer pendant que je faisais du vrai travail. Mon complot a consisté à travailler 18 heures par jour pendant 3 ans, à engager des ingénieurs et à bâtir de la valeur pendant que tu étais à Ibiza avec tes assistantes. Ne te flatte pas en pensant que tu as été le centre de mon attention. » La vérité le frappa. Il avait été si insignifiant qu'elle avait bâti une société d'1 milliard sans qu'il ne s'en aperçoive. « Tu m'as dit que c'était une base de données caritative, » balbutia-t-il. « Je t'ai dit que c'était une plateforme logistique pour organisation caritative. Tu as écouté la partie qui te permettait de la mépriser, » le corrigea-t-elle. « Tu n'as jamais été intéressé par ma vie, seulement par la façon dont mon existence servait ton récit. L'épouse dévouée, l'atout social. Il s'avère que j'en suis un, d'atout. De 1,2 milliard précisément. Je ne suis juste pas sur ton bilan. » Désespéré, il tenta. « Mais ma promotion, on peut diriger ça ensemble, Carmen. On serait un vrai couple de pouvoir. » Elle le regarda avec une pitié profonde. « Il n'y a pas de nous, Ricardo. Tu as brûlé ce pont ce soir en entrant ici avec ton infidélité au bras. Ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est qu'on ne peut pas licencier quelqu'un qui a déjà démissionné. » Elle sortit un document de son porte-document. « Mon avocate a déposé la demande de divorce ce matin à 9 heures. Nous sommes légalement séparés.
Oratech a été financé par mes propres actifs prématrimoniaux. C'est inattaquable. Ses mains tremblèrent en prenant les papiers. C'était son arrêt de mort. Quant à ta promotion, continua-t-elle, Alistair Pardo valorise le caractère. Ce soir, tu as prouvé que tu n'en avais pas. Tu as humilié la PDG de l'entreprise, qui est l'axe stratégique de ta division. Tu es un passif ambulant. Le conseil tiendra une réunion d'urgence demain. Tu seras licencié pour faute grave. Relis la clause de moralité de ton contrat concernant tes stock-options. Il regarda les papiers, puis elle. Il avait tout perdu. Femme, travail, réputation et une fortune dont il ignorait l'existence. Il avait volé trop près du soleil pour découvrir que le soleil était son épouse. Et elle venait de le laisser brûler. « Pourquoi ?» chuchota-t-il. « Pourquoi tout ça ?»« Tu crois que c'était pour toi ?» répondit Carmen. « Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la vérité. C'est ce que je suis. Tu étais trop occupé à regarder ton propre reflet pour voir la personne à tes côtés. » Elle lui jeta un dernier regard de finalité, se tourna et s'éloigna vers une voiture noire qui l'attendait. Elle ne regarda pas en arrière. Ricardo Solis resta seul sur la terrasse, le marbre froid sous les pieds, la demande de divorce à la main. Il vit son reflet dans la vitre et vit ce que tout le monde voyait désormais. Non pas un titan, mais un petit homme sot dans un costume cher. Un fantôme hantant les ruines d'un empire qu'il n'avait jamais vraiment possédé. L'histoire de Ricardo et Carmen Solis n'est pas seulement un conte de trahison. C'est un rappel puissant que les personnes que nous sous-estimons possèdent souvent la force la plus surprenante. Le pouvoir ne réside pas dans un titre ou des applaudissements, mais dans le travail silencieux accompli quand personne ne regarde. C'est à votre tour de donner votre avis. Que pensez-vous du coup de maître de Carmen? La chute de Ricardo était-elle méritée ou trop dure? Partagez vos réflexions et vos propres anecdotes de revanche silencieuse en commentaire.